commence tout de suite ce Lex Inside. On va parler du procès Dupond-Moretti. C'est le titre de l'ouvrage d'Hervé Léman, avocat au barreau de Paris, ouvrage publié aux éditions du Cerf. Hervé Léman, bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir écrit cet ouvrage sur l'affaire, le procès Dupond-Moretti? Parce que c'est une affaire tout à fait exceptionnelle. On n'avait jamais vu un ministre de la Justice en exercice jugé par la Cour de justice et sur la plainte des syndicats de magistrats. Donc un procès entre le ministre de la Justice et ses magistrats, c'était quelque chose de tout à fait inimaginable et je ne pense pas qu'on ait jamais vu ça nulle part. Donc c'était un procès extraordinaire, mais derrière cet aspect extraordinaire, il y a des questions de fond qui sont très importantes, puisque c'est un procès dans lequel un conflit entre l'exécutif, le ministre de la Justice, soutenu par le président de la République, et les syndicats de magistrats, donc l'autorité judiciaire quelque part, est arbitré par le Parlement, puisque la Cour de justice est composée majoritairement de parlementaires. Donc un conflit entre l'exécutif et le judiciaire arbitré par le législatif, c'est aussi quelque chose d'extrêmement nouveau et d'extrêmement important dans ce conflit latent, je dirais, entre les juges et le politique. Donc, on l'a compris, affaire inédite. Pouvez-vous revenir sur le déclenchement de l'affaire pour bien comprendre cette affaire? Alors l'affaire est assez compliquée, mais pour simplifier, il était reproché à Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, d'avoir engagé une enquête administrative, c'est-à-dire une procédure prédisciplinaire, contre des magistrats du parquet national financier qui avaient initié l'enquête ce qu'on appelait des FADET, c'est-à-dire l'examen des factures téléphoniques détaillées d'un certain nombre d'avocats, dont Éric Dupond-Moretti, et aussi d'ailleurs du juge Van Ruymbeck, on l'a un petit peu oublié, mais il était aussi victime de cette curieuse façon de faire. Donc enquête engagée pour essayer de rechercher s'il y avait une taupe qui avait averti Nicolas Sarkozy qu'il était sous écoute téléphonique dans l'affaire Bismuth. Voilà. Et donc, lorsque Éric Dupond-Moretti arrive à la chancellerie, il engage cette enquête administrative et les syndicats de magistrats considèrent que, puisqu'il est en conflit d'intérêts, ça constitue le délit de prise illégale d'intérêt. Et ils vont donc saisir la Cour de justice de la République et ça va enclencher toute la procédure jusqu'au procès et jusqu'à finalement la relaxe d'Éric Dupond-Moretti. Alors, venons-en au procès. Quelle était la ligne de défense d'Éric Dupond-Moretti face aux accusations? Alors Éric Dupond-Moretti disait d'abord, quelque part c'est pas moi, c'est ma directrice de cabinet qui a signé la lettre de mission de l'inspection des services judiciaires, général de la justice, et sur le fond, il disait mais moi j'avais aucune vindicte contre ces magistrats. Il y avait eu une enquête, un rapport, ce qui est vrai, il y a eu un rapport de l'inspection de la justice qui avait montré un certain nombre de dysfonctionnements au sein du parquet national financier. Et il me paraissait que ces dysfonctionnements ne pouvaient pas laisser sans suite. Voilà sa position. Lui, en gros, disait ça n'a rien à voir avec l'affaire dont j'avais été l'objet. Ce que contestaient évidemment les syndicats de magistrats. Alors, cette affaire, c'est conflit d'intérêts sur conflit d'intérêts. Expliquez-nous un peu les deux. Oui, comme vous dites, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on se trouve dans une situation, on s'est retrouvé dans une situation assez hallucinante où le ministre de la Justice était jugé sur les poursuites du procureur général Molins et qui lui-même avait plus ou moins conseillé sur l'ouverture de l'enquête administrative, qui lui-même avait peut-être espéré à un moment être nommé garde des Sceaux à la place d'Éric Dupond-Moretti. Et puis on avait donc cette affaire extraordinaire. Vous savez, Éric Dupond-Moretti, il dénonçait toujours l'entre-soi des magistrats. Alors, là, il a été servi quand même. Hein. Il s'est retrouvé dans un procès où il y avait quand même quelques magistrats, dont le président de la Cour de justice, sur la poursuite des magistrats, poursuivis par le procureur général qu'il venait de faire nommer. C'était une situation complètement hallucinante et effectivement avec des conflits d'intérêts les uns sur les autres. Éric Dupond-Moretti a reproché à un moment, par exemple, au procureur général d'être un ami personnel de la procureure nationale financière Éliane Houlette, qui était une des entre guillemets victimes de l'affaire. Donc vraiment tout ça était extrêmement consanguin quand même. Et finalement, ça aboutit à la relaxe de l'ancien garde des Sceaux. Comment vous analysez cette décision? Alors,
Bon, il y a le secret des délibérés, et je ne sais pas si vous avez remarqué que le secret des délibérés, c'est un des derniers secrets qui tient. Le secret de l'instruction, c'est pour rigoler. Le secret du Conseil des ministres, c'est pour rigoler aussi. On sait ce qui s'y dit quasiment pendant le Conseil des ministres. En revanche, le secret des délibérés, c'est quelque chose qui tient. Et pourtant, là, c'était pas si facile, parce qu'il y avait quand même 15 personnes plus le greffier qui étaient au courant de la décision, et elle n'est pas sortie. Donc c'est un peu difficile de savoir exactement. Mais enfin, ce qu'on peut sentir quand même, quand on lit la décision, c'est qu'il y a une démonstration de culpabilité d'Éric Dupond-Moretti. Et puis à la fin, il y a une phrase dans laquelle une négation qui est introduite, et boum, tout d'un coup, ça devient une relaxe sur l'élément moral. C'est-à-dire que finalement, la Cour de justice dit il n'est pas établi qu'Éric Dupond-Moretti était conscient qu'il avait commis une prise illégale d'intérêt. Il manque l'élément intentionnel, donc du coup, il n'est pas responsable. Exactement, exactement. Il manque l'élément, exactement. Il manque l'élément moral dans l'infraction, donc pas de culpabilité. Alors évidemment, ça fait un peu sourire de penser que quelqu'un qui a été avocat pendant 35 ans, garde des Sceaux, avec tous les services du ministère de la Justice, ne savait pas ce que c'est qu'une prise illégale d'intérêt. Donc là, on sent quand même qu'il y a une décision, probablement, des parlementaires qui l'ont emporté des 12 parlementaires, qui l'ont emporté sur les 3 magistrats professionnels pour prononcer cette relaxe. Si on va plus loin, on voit que les affaires politiques n'ont jamais été aussi nombreuses. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de la judiciarisation de la vie politique qui peut entraver l'action politique? Oui, moi je crois que c'est extrêmement inquiétant. Écoutez, aujourd'hui, nous avons, poursuivi par la justice pénale, le Premier ministre, le secrétaire général de l'Élysée, la ministre de la Culture, la principale leader de l'opposition. Ça fait quand même beaucoup, sans compter le procès actuel de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, le Xème procès Sarkozy. Ça fait quand même beaucoup. Alors il y a 2 hypothèses, où on a une classe politique qui est vraiment pourrie de chez pourrie, où il y a une petite tendance chez certains magistrats à être un petit peu pointilleux à l'égard des politiques. Personnellement, je pencherais plutôt pour cette seconde hypothèse. Le problème de cela, c'est que la confiance des Français, tant dans la classe politique que dans la justice, ne cesse de diminuer. C'est-à-dire que toutes ces affaires ne restaurent pas la confiance ni dans la classe politique ni dans la justice, mais au contraire aggravent la méfiance. C'est-à-dire que je ne crois pas que les fruits de l'arbre soient délicieux. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour restaurer cette confiance? Tour à tour, les gardes des Sceaux veulent restaurer la confiance envers les justiciables. C'est ce qu'a affiché le nouveau garde des Sceaux, Gérald Darmanin. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? Je crois que c'est très difficile. Je pense que... Mais alors, et puis l'ensemble des Français ont un peu une part de responsabilité. Je crois qu'il faut accepter l'idée que les responsables politiques sont des hommes et des femmes, bien sûr, et de plus en plus des femmes, Dieu merci, comme les autres, c'est-à-dire qu'ils peuvent quelquefois commettre quelques manquements. À part vous et moi, presque tout le monde commet de ci, de là un petit manquement, et qu'il ne faut pas être trop sévère à l'égard de ces manquements. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que la justice passe, mais il faut que la justice soit mesurée. Je veux dire, par exemple, dire que pour un leader politique, on va lui mettre une inéligibilité avec exécution provisoire, même s'il fait appel, parce qu'il y a eu des assistants parlementaires qui ont travaillé pour le parti, pas d'enrichissement personnel, pas d'étonnement de fonds. Je pense que c'est un peu excessif. On va conclure là-dessus. Merci Hervé Léman d'être venu sur notre plateau. Merci. Tout de suite, l'émission continue. On va parler des contenus illicites sur les plateformes en ligne face à l'article 17 de la directive sur le droit d'auteur.